Madame, monsieur, peu importe votre position géographique, peu importe de laquelle vous tombez sur cette vidéo, bonjour, bonsoir. On va parler aujourd'hui d'un dossier brûlant, un conflit qui couvre, des négociations qui tournent en rond et un homme qui balance entre la diplomatie et la menace de tout pulvériser. Ce matin, on décortique ce qui se passe réellement entre l'Iran et les États-Unis. Parce que derrière les déclarations fracassantes de Trump, derrière les propositions iraniennes, il y a des enjeux qui nous concernent directement en Afrique. Le pétrole, les routes maritimes, la stabilité régionale, tout ça, c'est notre affaire aussi. Alors, on va poser les faits, analyser les acteurs, identifier les zones d'ombre, regarder ce que ça change concrètement pour nous. Restez avec moi, ça va aller très vite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Depuis le 28 février, les États-Unis mènent une opération militaire contre l'Iran. On parle de frappe sur les forces navales et aériennes iraniennes, des destructions massives d'infrastructures militaires. Le régime de Téhéran a été sérieusement touché. Mais voilà, on n'est pas dans une victoire nette. On est dans ce moment inconfortable que les militaires appellent l'enlisement. Un cessez-le-feu fragile a été observé. L'Iran a transmis une proposition de négociation aux Américains via le Pakistan. Un intermédiaire discret mais efficace. Et Donald Trump, lui, répond en disant qu'il n'est pas satisfait. Il parle d'un pays désorganisé, de dirigeants qui se contredisent, de forces armées décimées. Mais dans le même temps, il reconnaît qu'un accord serait préférable à la destruction totale. C'est toute l'ambiguïté du moment. On n'est ni en paix, ni vraiment en guerre ouverte. On est dans un jeu de dupes où chacun essaie de faire craquer l'autre. Ce que l'Iran propose concrètement, c'est ceci. La levée du blocus américain sur ses ports en échange d'un contrôle maintenu sur le détroit d'Ormuz, avec des tasses sur le trafic maritime et des réparations de guerre exigées aux monarchies du Golfe. Sur le nucléaire, l'Iran est prêt à suspendre l'enrichissement d'uranium pendant 5 à 7 ans et à diluer ses stocks d'uranium enrichi à 60% pour les ramener à moins de 5%. Mais hors de question d'envoyer ces stocks à l'étranger. Le programme nucléaire reste intact. Commençons par les États-Unis. Donald Trump est dans une position inconfortable. D'un côté, son opinion publique commence à se retourner contre cette guerre. Selon le Washington Post, 65% des Américains pensent que le conflit n'empêcherait pas l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Autrement dit, le principal objectif de guerre semble déjà compromis aux yeux des citoyens américains. De l'autre côté, Trump a convoqué ses généraux, dont le chef du commandement militaire au Moyen-Orient, pour discuter des options militaires disponibles. Les options sont sur la table et Trump joue sur deux tableaux à la fois. Il écrit au Congrès que les hostilités sont terminées pour éviter un vote de 60 jours. Et quelques heures plus tard, il déclare devant ses partisans en Floride que les États-Unis sont en guerre. Blanc le matin, noir le soir. Du côté iranien, la situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. Le régime est sous pression. Le blocus maritime lui coûte environ 5 milliards de dollars. Les installations pétrolières sont fragilisées. L'île de Kag, principale plateforme d'exploitation du brut iranien, fait face à des problèmes de stockage. Et les gardiens de la révolution, malgré les déclarations belliqueuses sur leurs drones et missiles prêts à frapper Israël et les bases américaines dans le Golfe, savent que leurs forces ont été sérieusement affaiblies. Mais le régime garde une constante. Il ne cédera pas sur le droit à l'enrichissement de l'uranium. C'est une ligne rouge politique et symbolique. Et puis, il y a les monarchies du Golfe, silencieuses mais directement menacées. L'Iran a frappé les infrastructures émiraties et saoudiennes en représailles sans que ces pays n'aient eux-mêmes attaqué. Ces pays regardent avec anxiété, coincés avec leur alliance avec Washington et leur proximité géographique avec l'Iran. Première question sans réponse. Qui dirige vraiment l'Iran aujourd'hui? Trump lui-même l'admet avec un certain sarcasme. Il dit qu'il appelle l'Iran et tombe sur un certain Mohamed sans savoir si c'est lui le décideur. Le guide suprême Khamenei semble en retrait. Le président du Parlement iranien qui conduisait les négociations à Islamabad n'apparaît plus clairement comme l'interlocuteur principal. Cette opacité au sommet du pouvoir iranien complique sérieusement toute possibilité d'accord durable. Deuxième zone d'ombre, les véritables intentions américaines. Trump parle de changement de régime à demi-mot. Il insiste sur les divisions internes iraniennes. Est-ce que l'objectif réel n'est pas de faire tomber la République islamique de l'intérieur en le saignant économiquement? Si c'est le cas, aucune négociation ne peut aboutir. Troisième interrogation, la légalité constitutionnelle de cette guerre. La loi américaine de 1973 oblige le président à notifier le Congrès et à obtenir son accord après 60 jours de conflit. Trump joue avec ses limites en affirmant que le cessez-le-feu suspend le décompte. C'est une interprétation pour le moins acrobatique qui suscite des tensions entre républicains et démocrates au Congrès. Le détroit d'Ormuz, c'est le passage de presque 20% du pétrole mondial. Si ce détroit est bloqué ou perturbé, les prix du brut s'envolent. Et quand les prix du brut s'envolent, c'est l'Afrique entière qui trinque. Les transports deviennent plus chers, l'inflation augmente, les économies fragilisées vacillent encore plus. Les pays africains importateurs de pétrole comme le Sénégal, le Maroc ou la Côte d'Ivoire subissent directement les conséquences de cette instabilité. Ensuite, il y a la question des routes maritimes. L'Iran menace les bases américaines dans le Golfe et les pays du Golfe eux-mêmes. Une escalade provoquerait une rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les ports africains déjà vulnérables seraient frappés par les délais et les surcoûts. Il y a aussi une leçon géopolitique pour l'Afrique dans ce dossier. Quand les grandes puissances se font la guerre, elles se soucient peu des dommages collatéraux
généraux pour le reste du monde. L'Iran demande des réparations aux monarchies du Golfe, mais il demandera réparation pour les peuples africains qui souffrent des répercussions économiques du conflit qui ne les concernent pas directement. C'est une question que nos dirigeants devraient poser avec beaucoup plus de fermeté dans les instances internationales. Au fond, ce qui se joue entre l'Iran et les États-Unis, c'est un bras de fer entre deux camps qui cherchent tous les deux à gagner du temps. L'un attend que les sanctions économiques effacent tomber le régime, l'autre résiste en agitant la menace nucléaire et le contrôle d'Hormuz. Aucun des deux ne veut vraiment la guerre totale, mais aucun des deux ne veut non plus faire les concessions qui permettraient une paix durable. Pour l'Afrique, la leçon est claire. Notre continent paie le prix des jeux de puissance des autres. Il est temps d'avoir notre propre diplomatie, notre propre analyse, notre propre position, pas pro-américaine, pas pro-iranienne, mais résolument pro-africaine. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce dossier complexe, partage cette vidéo autour de toi. Abonne-toi pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire. Selon toi, est-ce que l'Iran et les États-Unis peuvent vraiment trouver un accord? On se retrouve dans la prochaine vidéo.